Cela pourrait vous surprendre d'apprendre qu'il y a actuellement 2 guerres en cours en Europe. Vous savez qu'il y a une bataille entre l'Ukraine et la Russie. Sous des bombardements d'artillerie constants, des essaims de drones survolèrent le champ de bataille, tandis que des F-16 ou Mirage 2000 patrouillaient dans le ciel. Mais il y a un autre type de guerre qui se déroule en même temps. Celle-ci se joue dans l'ombre, et elle implique aussi l'Ukraine et la Russie. Dans cette seconde guerre, des gens ordinaires sont devenus d'extraordinaires saboteurs. Ils forment la résistance ukrainienne, et brisent la ligne de front russe de l'intérieur. Alors, découvrons-en plus sur cette guerre de l'ombre et sur la façon dont l'Ukraine s'infiltre en profondeur pour briser les lignes de front russes. Ce n'est pas simplement une petite cellule de volontaires qui essaie de pousser l'Ukraine vers la victoire par de minuscules avancées. Il s'agit en réalité d'un réseau de résistance clandestin, avec une vaste toile de partisans, d'agents infiltrés, et même de doubles agents. Tous ceux qui y participent ont un objectif unique. Mener des opérations de sabotage extrêmement efficaces derrière les lignes ennemies afin que la Russie ne puisse pas lancer ni soutenir une invasion. Ce n'est pas la première fois que des opérations secrètes et des cellules de résistance participent à cette guerre. Le 11 octobre 2025, des partisans ukrainiens ayant infiltré l'armée russe ont empêché une offensive prévue près de Vovchansk, dans la région de Kharkiv. Les agents ont infiltré le 82e régiment de fusiliers motorisés russes et ont vécu parmi les soldats, intégrant régulièrement les rangs. Une fois à l'intérieur, ils ont contacté les services de renseignement ukrainiens et ont fourni les coordonnées précises des positions d'artillerie russes, des véhicules blindés et des concentrations de troupes encerclant le régiment et ses unités adjacentes. Cela a permis aux forces ukrainiennes de lancer des frappes préventives stoppant l'assaut russe avant qu'il ne commence. Cette opération a été menée par le groupe Atesh, une cellule de résistance anti-russe. Atesh signifie généralement feu, en Crimée. Atesh est composé et recrute des Ukrainiens, des minorités ethniques non russes et russes, comme les Tatars de Crimée mentionnés précédemment, dans les territoires occupés. Le mouvement a vraiment débuté avec l'invasion, et d'ici 2025 ses membres avaient lentement infiltré toutes les branches de l'armée russe. Cependant, Atesh est surtout un conglomérat lâche de nationalistes ukrainiens voulant rejoindre un mouvement de résistance. Le renseignement militaire ukrainien est le principal initiateur des opérations clandestines en Ukraine. Cela est détaillé dans une interview remarquable de Sacha des forces spéciales ukrainiennes, ou forces spéciales ukrainiennes, avec un média ukrainien, Chromatske. Dans l'interview, Sacha a révélé que les forces spéciales ukrainiennes identifient et vérifient discrètement des personnes situées dans des zones stratégiques. Celles-ci peuvent soutenir des cellules de résistance, à savoir les territoires occupés par la Russie, ou ceux qui sont sur le point d'être occupés par les forces d'invasion. Le profil d'un infiltré typique est celui d'une personne patriote, et réellement disposée à accomplir des tâches pour le mouvement de résistance. Mais il ne participe pas à l'opération uniquement avec de bonnes intentions et peu d'autres choses. Le processus de formation lui-même est fascinant par son exhaustivité. Les candidats retenus suivent une formation à distance et en présentiel dans des lieux sûrs, hors des territoires occupés par la Russie. Les forces spéciales ukrainiennes forment les agents à évaluer les risques, se fondre dans la foule et éviter la tension. L'armée élabore pour chaque agent un plan comportemental, exigeant parfois qu'ils intègrent les autorités, l'administration locale ou gèrent des sites web pro-russes pour couvrir leurs activités réelles. La sécurité opérationnelle est hermétique. Personne, y compris la famille de l'agent, n'est censé connaître leurs activités, à moins que 2 membres de la même famille travaillent ensemble pour les forces spéciales ukrainiennes. L'Ukraine a prévu des plans d'évacuation pour chaque nouvel agent en cas de découverte. Ou si un agent perd son sang-froid ou fait face à des menaces imminentes, il est immédiatement évacué avec sa famille. La diversité des missions ici est impressionnante. Contrairement au mouvement d'Atesh, ces personnes opèrent du côté civil de l'invasion russe. On leur demande généralement de manipuler l'administration locale afin de semer lentement le mécontentement et l'insatisfaction envers les autorités d'occupation, qui s'efforcent d'intégrer brutalement l'Ukraine à la Russie proprement dite. Mais même ces missions civiles peuvent impliquer des moyens violents pour réduire l'influence de la Russie dans les régions occupées. Leurs efforts peuvent aussi viser la destruction de fournitures militaires ou l'assassinat de soldats. C'est à cause de ce type de mission que les forces spéciales ukrainiennes travaillent principalement avec elles. Des individus extrêmement stables et dévoués, qui comprennent la pression à laquelle ils seront soumis et les conséquences de leurs actions. Et cela fonctionne au-delà de toutes les attentes. La portée de ces opérations s'est élargie, allant de la reconnaissance au sabotage intensif et à des frappes tactiques généralisées
à des centaines de kilomètres du front. Les forces spéciales ukrainiennes et ATEC employaient ici une tactique un peu différente. Si l'on revient à l'incursion du 11 octobre, il y a un autre élément important dans l'annonce sur les réseaux sociaux. Même dans les unités d'élite ennemies, certains sont prêts à aider l'Ukraine pour une juste récompense. Les services de renseignement ukrainiens et les groupes clandestins peuvent exploiter les troupes russes, notamment les minorités ethniques russes, ou les Ukrainiens enrôlés de force. Pour faire simple, le soutien à l'Ukraine est si répandu qu'il a même infiltré l'armée russe elle-même. Et si l'opposition paie suffisamment, ils sont prêts à participer aux opérations. D'après Zokhar, coordinateur de 20 ans d'Atesh, le mouvement a des agents dans toute l'Ukraine occupée et dans plusieurs villes et régions russes où des affiches de recrutement sont visibles sur les poteaux télégraphiques, jusqu'en Sibérie. Le mouvement a réussi à infiltrer des usines de l'industrie de défense russe et des unités militaires, fournissant des renseignements détaillés qui permettent des frappes ukrainiennes de précision. Et le nombre impressionnant d'incidents notables impliquant des cellules de résistance ukrainiennes est écrasant. Fin novembre 2023, des saboteurs ukrainiens ont posé des explosifs sur un train de marchandises russe transportant du diesel et du carburant pour avions à environ 3000 miles de la frontière ukrainienne. En synchronisant l'explosion pour qu'elle se produise à l'intérieur du tunnel Severomouski long de 9 miles, à travers les montagnes de Sibérie, la cible n'était pas seulement le train, mais aussi le tunnel lui-même. À la différence des autres routes, détruire un tunnel a de lourdes conséquences. Des voies ferrées exposées permettent d'installer rapidement de nouvelles voies et de faire circuler de nouveaux trains en quelques semaines. Cependant, ce tunnel était un lien vital entre la Russie et la Chine, l'un des principaux exportateurs de munitions et d'armes vers la Russie. Il a fallu des décennies pour que le tunnel soit pleinement opérationnel, car c'est l'un des plus longs du monde. La destruction du tunnel a causé bien plus de dégâts. La Russie n'a quasiment pas pu utiliser cette partie du chemin de fer pendant des mois, voire des années, le temps de dégager les décombres et de stabiliser le tunnel pour un trafic régulier. Puis, en avril 2025, un partisan pro-ukrainien infiltré au sein du groupe militaire central de la Russie a mené une opération de sabotage sur le front de Donetsk, incendiant un char russe. L'agent a frappé, alors que les Russes installaient un blindage sur le char et que les mécaniciens buvaient, diminuant leur vigilance. Après avoir détruit le char et déclenché un incendie, l'agent s'est retiré discrètement dans un lieu sûr. En juin, des agents ukrainiens ont saboté une sous-station à Kaliningrad, en Russie, causant 5 millions de dollars de dégâts et coupant l'électricité d'un site militaire. Les agents ont vidé le liquide de refroidissement du transformateur électrique avant d'incendier le site, endommageant gravement les installations militaires russes voisines. En octobre 2025, un partisan de Tesh a attaqué une voie ferrée à près de 1000 km de la frontière ukrainienne, en Tchouvachie, Russie. Cette ligne d'approvisionnement transporte les drones d'attaque Shahid de l'usine d'Yelubouga vers le front et les zones de déploiement. C'est environ la distance entre Washington, district de Columbia et Miami, illustrant la grande portée de l'Ukraine sur le territoire russe. Ces sabotages sont prioritaires pour les mouvements ukrainiens, car chemins de fer et usines militaires restent vitaux pour la machine de guerre russe. Les opérations ferroviaires elles-mêmes sont essentielles pour empêcher la Russie de transférer ses avantages numériques vers la ligne de front réelle. En fait, rien qu'en 2023, les groupes de résistance ukrainiens, dans la région de Zaporizhia, ont mené à bien 10 opérations de sabotage ferroviaire réussies. Pour contrer cette activité accrue autour des chemins de fer, l'armée russe a choisi de réutiliser certains de ses trains blindés de l'époque soviétique pour une partie de ses approvisionnements et de ses opérations. Les trains blindés combinent transport de troupes, wagons de marchandises et armes offensives ou défensives comme canons automatiques, infanterie intégrée, châssis de véhicules de combat ou canons anti-aériens. Les trains offrent aussi davantage d'options pour la surveillance et la reconnaissance, tout en permettant à la Russie d'acheminer du matériel de réparation ferroviaire d'urgence. L'usage des trains blindés au combat a stagné durant la guerre froide pour une raison. Un train est bien moins maniable qu'un vrai véhicule à chenilles Zuharu. De plus, les horaires des trains sont plus stricts et prévisibles, donc plus faciles à cibler pour la Russie. L'utilisation de ces trains, dans le cadre des opérations de ravitaillement, a montré à quel point les succès des sabotages ukrainiens ont été préjudiciables à l'économie de guerre et à la stratégie globale. L'opération Toile d'araignée, probablement menée par le service de sécurité ukrainien, plutôt que par la résistance,
et sans doute le sommet des opérations derrière les lignes. La stratégie était quelque chose de totalement contraire au sabotage traditionnel. L'Ukraine a réussi à faire passer clandestinement environ 117 drones dans des camions qui ont transporté ces drones vers 5 bases aériennes différentes réparties à travers la Russie. La base aérienne de Belaya, en Sibérie orientale, était la cible la plus éloignée. À environ 2670 miles de la frontière russo-ukrainienne et du front. Ensuite, les drones ont été activés et guidés via les réseaux mobiles, menant des attaques kamikazes sur les bases militaires. Les principales cibles étaient des avions, notamment les bombardiers stratégiques 295 et 222 Mi-3, désormais non produits en Russie et donc irremplaçables. 40 éteints bombardiers ont été détruits ou endommagés, soit environ un tiers de l'arsenal nucléaire russe. Réfléchissez-y. L'Ukraine a placé des drones en Russie, maintient la sécurité opérationnelle sur presque tout le continent, et mène des frappes coordonnées contre certaines des installations militaires les mieux protégées du pays. Le calcul économique ici est stupéfiant. Le coût exact de l'opération Toile d'araignée n'étant pas public, on peut l'estimer via les opérations passées. L'attaque ukrainienne précédente sur des bases aériennes russes a détruit des avions valant des milliards, avec des drones coûtant seulement quelques centaines de milliers. Un rapport coût-efficacité qui rend même les célèbres frappes de drones vues à la première personne de l'Ukraine contre les chars modestes en comparaison. Atesh n'est pas resté silencieux non plus. En lien avec l'opération Toile d'araignée, Atesh a aussi saboté la ligne ferroviaire Volnovakha-Mariupol, essentielle pour le territoire occupé et contournant le pont de Crimée. La plus grande frappe à longue portée, combinée au sabotage, révèle l'intention des cellules de résistance ukrainiennes en Russie. En répartissant les frappes sur de vastes étendues de territoire, la Russie est saignée économiquement et stratégiquement. L'impact psychologique sur les forces russes a aussi été profond et mesurable. Le personnel militaire russe doit désormais redouter quels agents de la résistance ukrainienne agiront lors des sabotages. Endommager du matériel dans les bases militaires avec des explosifs et drones est une chose. Ce ne sont que des chars et des avions qui n'étaient pas utilisés activement. Cependant, ces agents peuvent aussi livrer de la nourriture empoisonnée, placer des explosifs sous les véhicules et les faire exploser en mouvement, et donner des informations directes sur les mouvements des unités, permettant de décimer des régiments entiers, à distance, par un seul raid aérien. Ces craintes ne sont pas infondées. En novembre, 26 soldats russes ont été empoisonnés, et 5 tués dans une frappe de missile. Alors imaginez être un soldat russe, dans l'Ukraine occupée. Vous ne pouvez pas faire confiance à la nourriture que les habitants vous servent. La personne qui répare votre char pourrait travailler pour les services de renseignement ukrainiens. La cigarette électronique que vous venez d'acheter pourrait être piégée avec des explosifs. Tout Ukrainien rencontré peut transmettre des infos à l'artillerie prête à frapper votre position. Ce n'est pas de la paranoïa, cela pourrait vraiment vous arriver, à vous ou une autre unité. Ce genre d'insécurité, c'est précisément ce que la guerre de guérilla, à cette échelle personnelle, est conçue pour provoquer. Le but est que les soldats russes finissent par regretter d'avoir été envoyés à la guerre. Après les échecs de traversée du Dnipro par la 70e division de fusiliers motorisés russes, Hatz a signalé une aggravation parmi les forces russes. Des pelotons entiers ne reviennent pas de l'assaut. Le mouvement partisan constate que malgré de lourdes pertes, le commandement militaire envoie toujours des troupes à la mort, poussant de plus en plus de soldats russes à fuir le combat. Les implications stratégiques de cette guerre de l'ombre vont bien au-delà des opérations de sabotage individuelles. Chaque train sans munitions, chaque dépôt de carburant en flammes, chaque avion détruit au sol avant de décoller, des missiles de croisière, tout cela affaiblit chaque jour la capacité de pression de la Russie sur l'Ukraine. Ces petites victoires finissent par s'additionner et rendent les efforts de l'Ukraine d'autant plus impressionnants. La réponse de la Russie, quant à elle, a été prévisiblement brutale, mais finalement inefficace. Alors que le service fédéral de sécurité traque les combattants résistants en retournant des villages entiers et en recourant à des détentions massives et à la violence contre toute personne jugée suspecte, la nature décentralisée du réseau de résistance ukrainien le rend presque impossible à éradiquer. Quand les coordinateurs ukrainiens identifient en état des agents doubles, ils isolent ces cellules et continuent les opérations ailleurs. La Russie a aussi renforcé la sécurité, déployé plus de forces d'élite contre les réseaux de partisans et durci les sanctions pour collaboration avec l'Ukraine. Les services spéciaux russes ont dû affecter davantage de personnel à la traque des saboteurs, détournant ainsi des ressources des opérations de première ligne.
Malgré une vigilance renforcée, les partisans ukrainiens poursuivent des opérations réussies dans les territoires occupés et même en Russie. C'est ici que la stratégie de l'Ukraine devient brillante. Chaque soldat russe traquant des partisans manque pour attaquer les positions ukrainiennes. Tout contrôle de sécurité ralentissant la logistique russe avantage les forces ukrainiennes. Chaque heure où les commandants russes craignent des menaces internes est une heure de moins pour planifier des offensives. Il est aussi important de préciser que cette résistance ukrainienne n'est pas née par hasard. La Russie et l'Ukraine sont en conflit depuis 2014 lorsque la Russie a annexé la Crimée et lancé une offensive pour intégrer l'Ukraine à la Fédération. Si l'on se base sur cette chronologie, les Ukrainiens ont eu 8 ans pour élaborer des plans détaillés de contre-opération à l'intérieur des frontières du pays. Cela leur donnerait un avantage crucial sur leur territoire lors de l'invasion russe de 2022. Pendant 8 ans, l'Ukraine a observé de près la façon dont la Russie agit sur les territoires occupés. Avant l'annexion de la Crimée par la Russie, les Ukrainiens ordinaires ne se souciaient pas de rejoindre un mouvement clandestin. Mais pour ceux qui se trouvaient en Crimée après 2015, cela est soudainement devenu une réalité. Depuis lors, la nécessité de créer une opération clandestine n'a fait que s'accroître, ce qui a entraîné une hostilité croissante de l'ensemble de l'Ukraine envers les opérations russes, et mieux préparée à ce qui était considéré comme inévitable. Cette résistance nous montre également pourquoi l'invasion totale initiale de la Russie a échoué dès les premières heures du 24 février 2022. Lorsque la Russie a annexé la Crimée, elle l'a fait presque sans tirer un coup de feu. Les forces spéciales russes ont pris l'aéroport de Sébastopol, occupé des bâtiments clés et appelé à un mouvement d'indépendance et à des élections. Le président russe Vladimir Poutine avait prévu d'utiliser le même plan pour l'Ukraine, avec Kiev et l'aéroport de Hostomel comme cible. L'Ukraine connaissait désormais la stratégie et était prête à empêcher cette frappe initiale visant à décapiter son gouvernement. Quand le plan d'invasion a échoué, le pays entier s'est mobilisé. Les réseaux de résistance établis entre 2014 et 2022 ont constitué la base de cette guerre de l'ombre qui est en train de briser la ligne de front russe. Les réseaux de recrutement construits au fil des années facilitent une expansion rapide et l'infiltration de l'armée russe. Les méthodes d'entraînement, perfectionnées par essais et erreurs, pouvaient être déployées à grande échelle. Les réseaux de renseignement construits pendant le conflit du Donbass pouvaient être activés sur l'ensemble des territoires nouvellement occupés. Le mouvement de résistance a également créé des points de pression qui s'ajoutent aux crises financières et démographiques déjà existantes en Russie. La Russie a perdu plus d'1 million de combattants, y compris ceux qui ont été tués ou gravement blessés, au cours de ces 3 ans et demi. Le bilan compte plus de 5000 officiers russes en mai 2025, dont environ 10% sont des officiers supérieurs, majors ou plus, incluant une douzaine de généraux. Ce dernier point est particulièrement dévastateur pour la Russie, car les officiers supérieurs ne peuvent pas être remplacés facilement, chaque poste nécessitant des années de formation. Mais le chiffre d'1 million de personnes marque durablement la capacité de la Russie à faire la guerre. Avec tant de disparus dans l'armée, les forces ont beaucoup à faire si elles veulent poursuivre la conscription et le recrutement. Il faut aussi noter que la Russie a engagé presque toute son armée dans la guerre, alors qu'elle comptait environ 90 000 soldats actifs. Ces deux facteurs signifient que la Russie recrute désormais de plus en plus, soit parmi les personnes très motivées, très désespérées, soit parmi celles qui ont en réalité d'autres motivations, comme faire partie d'une cellule de résistance ukrainienne. Ensuite, l'économie russe vise désormais principalement à extraire un maximum de valeur pour financer la guerre. En 2025, le budget militaire atteignait 40% des dépenses publiques et plus de 7% du produit intérieur brut, des niveaux inédits depuis la guerre froide. Pourtant, le complexe militaro-industriel russe s'est presque effondré, avec très peu d'exportations depuis la 2e année de guerre. La Russie doit garder sur son territoire tout ce qu'elle produit pour la guerre, au lieu de générer de l'argent pour la financer. Le problème survient lorsque les chemins de fer chargés d'acheminer cet équipement au front cessent de fonctionner. Des chars et des munitions restent soudainement entreposés, ce qui pourrait ne pas être sûr ici. Comme les groupes de résistance ukrainiens et les frappes militaires à longue portée sont désormais tout à fait capables de les cibler, et le mouvement de résistance va probablement devenir de plus en plus efficace, avec le temps. Alors que la Russie est à court de ressources, certains analystes ont suggéré qu'il lui faudrait des années pour pouvoir réellement reconstituer ses stocks, qui subissent
les sanctions occidentales et les pertes humaines immédiates. Chaque mouvement désespéré de la Russie offre plus de temps et d'opportunités à la résistance pour s'infiltrer. Merci d'avoir regardé. Maintenant, pour comprendre comment l'Ukraine a révolutionné la guerre moderne des drones pour compléter ses opérations de résistance, consultez notre analyse des capacités de guerre asymétriques de l'Ukraine. Et pour rester informé de l'évolution de la guerre et d'autres événements majeurs de la géopolitique mondiale, abonnez-vous à The Military Show pour des vidéos quotidiennes.